Moi, j'étais au Liban, je me suis vu des soirs prendre ma voiture, aller à l'aéroport et me dire je me casse. Oui. Et je me rappelle, il y avait un grand rond-point à l'aéroport et j'arrive et je faisais le rond-point, je faisais un tour, 2 tours. Tu pars ou tu restes, tu pars ou tu restes, tu pars ou tu restes. Y aller. Sois grand mon garçon. On va se gérer. Grand mon garçon. Et tu restes. Envoyer Milud Benahouda à Stockholm, c'est pas le truc le plus naturel du monde. C'est vrai, c'est vrai. Et je peux te dire Voilà. que le premier jour, quand on me présente, je me rappelle, on me présente dans la cuisine avec tous les salariés, ils étaient tous grands, blonds, 1m80, et tu as le petit brun au milieu de Benahouda. Je pense que là, il y a des gens qui se sont dit qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, tout à l'heure, tu me disais c'est quoi qui fait que je choisis ou pas. Moi, je me dis toujours, c'est un déjeuner professionnel, une réunion, un café, etc. Je me dis toujours, il y a 2 choses. Un, je dois repartir et je dois me dire, ça me fait du bien. Et 2, j'ai appris un truc. Et si j'ai pas coché les 2 cases, j'ai perdu mon temps. Bon, j'espère que je te fais faire ton temps. On est encore Si là t'es là, ça va. aujourd'hui. On est là aujourd'hui. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre d'un CEO pas comme les autres. D'abord parce qu'il gère la partie Europe de l'Ouest d'une des marques de pâtes que l'on connaît tous, Barilla, mais aussi parce qu'il a un parcours singulier hors des sentiers battus qu'il a su défendre au nom de sa propre liberté. Cet homme, c'est Milud Benahouda, que j'ai rencontré il y a à peu près 1 an et qui m'a vraiment touchée par sa simplicité, son humilité. On a eu une conversation riche et sincère, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Milud Benahouda. Et on n'en a pas parlé, mais tu as fait de l'expatriation. Tu es allé, je pense, J'étais en Arabie Saoudite. en Arabie Saoudite, au Liban. Et en Suède. Tu en as parlé. Absolument. Qu'est-ce que l'expatriation t'a apporté? Beaucoup de choses. Et donc là aussi, si je peux... Ouais, non, c'est une très belle expérience. Alors moi, je suis parti à 25 ans en Arabie Saoudite. Je ne savais même pas le mettre sur une carte, je pense. J'ouvrais le bureau de Danone sur place. C'était ma 2e chambre à coucher. Et mes patrons étaient à 3500 km, donc tout seul. Et en fait, de toutes mes expériences d'expatriation, je me suis davantage... Enfin, j'ai eu c'est un accélérateur de développement personnel. Oui. Plus que professionnel. Oui. Même si professionnellement, ça reste aussi un accélérateur, mais le plus gros accélérateur, il est quand même d'abord personnel. Et ça, tu peux m'en dire plus? Oui, alors parce que, pareil, grosse zone de perturbation de 0 à 6 mois, avec le sentiment de solitude, tu es tout seul, tu parles pas la langue, tu connais pas les codes, les usages, remise en cause, faut repartir de tout en bas, donc tu oublies tout. Tu reset. Tu reset. Et donc ça demande, comment dirais-je, c'est un exercice d'aller ne serait-ce qu'à la rencontre des gens. Bien sûr. Les gens, ils ne t'ont pas attendu, ils ont leur life, donc si tu as envie d'un peu de connexion sociale. Tu viens de France. Voilà, super. tu as un petit peu de connexion sociale, charge à toi d'aller à leur rencontre parce que ça va, ils vivaient sans toi avant et ils vivront encore sans toi après. L'isolement, solitude, la famille, les proches. Moi, j'étais plutôt dans les endroits où tu étais loin. J'étais en plus dans des époques où... Oui, mais ça sont dans les... Oui. Et puis non, mais moi, j'étais au fax. Il n'y avait pas... j'ai découvert le mail. Il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas Teams et il n'y avait pas la visio. Okay. Moi, j'avais Facebook à l'époque quand même. Quand je suis partie au Rwanda. Non, moi j'ai vécu ça comme ça, donc ça, voilà. Après, j'étais aussi dans des contextes culturels totalement différents qui ont été des vraies perturbations de ce point de vue-là et aussi, comment dirais-je, un peu d'humilité. Là, je peux parler des Nordiques, par exemple, la Scandinavie. Moi, quand on m'a envoyé là-bas, on m'a dit t'inquiète pas, ce sera calme, zen, tout est zen. Bah, tout le contraire. Choc culturel, ouais. Choc culturel. Ouais. Choc culturel qui, là aussi, comment dirais-je, te force à réapprendre des valeurs d'humilité, notamment nous Français qui pensons que notre modèle il est... Voilà, moi je regardais mes copains scandinaves et à un moment je me dis mais tais-toi, t'es qui toi? Leur modèle il fonctionne plutôt pas mal, voire même mieux que le tien. C'est peut-être à toi de t'adapter. Donc, voilà, dans les, comment dirais-je, la notion de relation interculturelle, j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense aussi à ce que tu vois. Quand on te voit, on dit oui, Milud est en Arabie Saoudite et au Liban, easy. Je pense qu'on te l'a déjà dit. Ouais, tu vois, je pense. D'ailleurs, Mais du coup, pas du tout easy, je suppose. Parce que voilà, moi j'ai eu la même chose, donc je comprends. Ça, tu peux en parler justement sur ce choc culturel-là qui n'est pas forcément visible
de l'extérieur, mais qu'il est vraiment, en fait. Ouais, mais alors là, je vais te dire, potentiellement, notamment l'Arabie Saoudite, c'est la première fois où. Mais je l'avais déjà identifié. Hein, moi, je m'étais quand même dit que est-ce que ce pourquoi j'avais été discriminé pourrait un jour me servir et être une valeur, force. une force. Mm. Discrimination positive, on appellera ça peut-être comme ça. Bah, je pense que Danone, quand il doit envoyer quelqu'un en Arabie Saoudite, oui, ils sont tournés vers moi pour les raisons qu'on connaît. Oui. En pensant qu'effectivement ce serait facile et smooth. Tu te retrouves dans une culture que tu connais quand même un peu de loin, une religion. C'est pas la même langue. Voilà. Et non. Et puis et ouais. Et moi j'ai voilà dans ma carrière tous ces moments de perturbation. Donc bien sûr, il faut faire en sorte qu'ils soient le plus courts. Ont toujours été des accélérateurs de développement. Mm. Et souvent, moi j'ai vu d'autres où, enfin moi je l'ai fait, hein. Moi j'étais au Liban, je me suis vu des soirs prendre ma voiture, aller à l'aéroport et me dire je me casse. Oui. Et je me rappelle, il y avait un grand rond-point à l'aéroport et j'arrive et je faisais le rond-point, je faisais un tour, 2 tours, tu pars ou tu restes, tu pars ou tu restes, tu pars ou tu restes, y aller. Sois grand mon garçon. On va se gérer. Grand mon garçon, et tu restes. Et certains prenaient, enfin j'imagine que certains lâchent l'affaire et partent. Pourquoi tu voulais partir? Parce que pour toutes ces choses-là, isolé, la solitude, les potes te manquent, ta famille te manque, tu es dans un contexte où tout le monde s'en fout de ta gueule. Donc tout ça. Donc des moments durs. Mais voilà, je trouve qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Parce qu'une fois de plus, ça te... Comment dirais-je, moi, ça te construit quand même. Ça te construit et ça te durcit. Ça te durcit. Donc voilà, bien sûr, après, les différentes étapes que j'ai eues, je les ai mieux, comment dirais-je, absorbées ou mieux gérées parce que j'étais passé par là. Et puis après, fondamentalement, moi, je n'avais pas le droit à la défaite. C'est tout. Donc ce rond-point-là, ce qui me ramène et qui me fait pas prendre la sortie à l'aéroport, c'est ta gueule, t'as pas le droit à la défaite. Et ça, justement, le fait de ne pas avoir droit à la défaite, parfois, tu ne trouves pas c'est une pression? Si, mais alors une fois plus, 2 options. Soit tu le prends en pression négative, soit en pression positive. Et moi, j'avais pris en pression positive comme un moteur, comme une espèce de flamme intérieure qui fait que voilà, tu continues à avancer, qui fait que tu fais pas de conneries, qui fait que tu restes discipliné, que voilà, moi j'ai... Une fois plus, toi pas... voilà, comme tout être humain, tu as des hauts, tu as des bas. Et c'est dans ces moments bas, d'ailleurs, que cette flamme intérieure, elle est absolument essentielle. Parce que, tu sais, moi je le dis à mon équipe et je le considère à titre personnel, moi j'ai fait le choix de la vie de sportif de haut niveau. Donc voilà, tu dois t'entraîner plus, c'est une compétition permanente, c'est une hygiène de vie, c'est une discipline au quotidien, parce qu'il ne faut pas se leurrer, tu peux pas, un sportif de haut niveau, sans un minimum de discipline et beaucoup de travail, tu ne deviens pas sportif de haut niveau, et de la même manière, je ne pense pas que tu puisses être dirigeant sans beaucoup de travail et un minimum de discipline, et puis je rajouterais beaucoup d'humilité. Complètement. Et... on avait discuté lorsqu'on a pris notre café, justement, ce sujet-là de... toi, tu as réussi à faire de ta différence une force, mais que ce n'est pas non plus ta carte d'entrée, quoi. Dire, moi, je suis d'origine... C'est pas un sujet. Tu es comme tu es, avec tes qualités, tes défauts, etc. Justement, j'avais écouté un podcast où tu disais qu'à chaque fois qu'on est venu te chercher pour ça, tu as essayé de fuir. Pourquoi ? Mais une fois plus, et ça va mieux. Okay. Donc, j'ai envie de dire, allez, ça va mieux depuis 10 ans. Mais on va dire, jusqu'à 30 ans, j'ai traîné cette espèce de truc du syndrome de l'imposteur. Pourquoi moi ? Oui, mais plus sur le sujet de, tu vois, quand on vient te chercher pour tes origines ou parce que tu t'appelles Miloud, etc. En tout cas, on avait discuté de ça, tu vois, toi, tu préfères, et je pense que tu ne serais pas là, qu'on vienne te chercher pour tes compétences, pour ce que tu es, etc., plus que justement te mettre dans une case. Oui, alors, tu vois. Mais alors ça c'est pareil. À mon avis, ça existe au début de ta carrière et puis ça disparaît avec le temps. Et c'est ce qui m'est arrivé. Moi, si Danone m'envoie Miloud Benahouda en Arabie Saoudite, il n'y a pas de secret. Si Barilla appelle Miloud Benahouda pour s'occuper de l'Afrique et du Moyen-Orient, il n'y a pas, faut pas être naïf. Il y a entre guillemets mon identité qui est le drive principal.
Quand je suis rentré ensuite en France, c'est là où je l'ai eu encore un peu au début, jusque ce fameux entretien d'évaluation avec mon patron, qui m'en met une grande dans la tronche. Et honnêtement, depuis, je ne l'ai plus. Ok. Depuis, je ne l'ai plus. Et d'ailleurs, voilà, ça faisait partie aussi de ce fameux costume qu'il faut enlever, qui est lourd, qui pèse et qui ne sert pas à grand-chose. Et puis moi, voilà, j'ai eu la chance d'être dans une boutique, oui, Barilla, où, quand je dis j'ai eu 8 jobs différents, c'est aussi une boîte qui ne s'est jamais posé la question de mon nom, si c'était un souci, pour me donner des responsabilités, et plutôt des grosses responsabilités. Voilà, pour le coup, tu vois, tu prendras le truc à l'inverse. Envoyer Milou de Benahouda à Stockholm, c'est pas le truc le plus naturel du monde. C'est vrai. Et je peux te dire Voilà. que le premier jour, quand on me présente, je me rappelle, on me présente dans la cuisine avec tous les salariés, ils étaient tous grands, blonds, 1m80, et tu as le petit brun au milieu de Benahouda. Je pense que là, il y a des gens qui se sont dit qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, ça c'était, je trouve, c'est absolument audacieux, courageux clairement. et la plus belle preuve que mes origines ne parlaient pas. Ouais. On m'a nommé à la direction générale de la France, malheureusement, et notamment dans mon univers, des Milou de Benahouda, il n'y en a pas des tonnes sur ce type de fonction, mais je pense que voilà, mon entreprise et Barilla, c'est pas posé la question. En tout cas, c'est plus posé la question. Je l'ai sûrement posé quand on m'a recruté pour m'occuper de l'Afrique et du Moyen-Orient. Mais c'était plus un sujet. Mais c'est plus un sujet, ça l'a plus été. Moi, j'aime dire que choisir, c'est préférer et pas renoncer. Et j'aime bien demander aux gens, justement, comment ils font leur choix. Et j'ai une anecdote, justement, que j'ai entendue quand tu as pris le poste chez Barilla. Tu étais chez Danone, tu étais bien chez Danone, et tu as dû faire un choix entre Danone et Barilla. Qu'est-ce qui t'a permis de faire ces choix-là? Et en général, qu'est-ce qui conditionne tes choix? Alors, la manière dont je fais aujourd'hui et où j'ai fait à 25 ans sont différentes. Oui, c'est pas pareil, j'imagine. Parce que non, mais c'est important parce qu'en fait, effectivement, Danone, c'était la boîte de mes rêves. J'avais une carrière. Il y a Barilla, pour l'anecdote. L'anecdote est vraie, je me rappelle. Je travaillais donc chez Danone et à l'époque, on avait les répondeurs. Et en fait, j'ai sur mon répondeur un message qui dit « Monsieur Bolognese, Société Barilla souhaiterait s'entretenir avec vous ». Et moi, j'ai pensé que c'était une vanne d'un pote. Bolognese, Barilla, tu te dis bon. Et voilà, après, je fais les entretiens. Et après, pareil, ces gens-là, ils me disent on aimerait bien vous voir. Est-ce que vous pouvez venir voyager? On vous envoie un billet, etc. Moi, pareil, je suis Danone, je me dis allez, les mecs, ils m'offrent un billet d'avion. On y va. Je vais passer le week-end, je me démerde, je vois les potes. Ok, mais j'y vais les mains dans les poches. Barilla n'était pas ce qu'est Barilla aujourd'hui. Et ce que je dis là, d'ailleurs, je l'ai dit à mes patrons, donc c'est bon, maintenant il y a prescription. Et il se passe un truc là-bas que je n'arrive toujours pas vraiment à déterminer, mais en tout cas qui dit que tout n'est pas toujours de l'ordre du rationnel et du cœur. Il y avait un truc un peu stomac. Parce que tout ce qui était de l'ordre du rationnel, c'est reste chez Danone. Pourquoi même pas tu regardes Barilla Et pour te dire, ça a été un moment difficile aussi de ma vie, parce que j'ai passé 3 mois où j'ai menti. J'ai dit à Danone que je restais et à Barilla que j'arrivais. Oh mon Dieu, l'horreur. Et un jour, donc un jour, il y a quelqu'un de chez Barilla qui me demande de lui envoyer ma lettre de démission de chez Danone. Je dis, oh merde, là maintenant il va falloir quand même choisir, Coco. Donc je me rappelle, je me suis réveillé un jour, je me dis, ok, aujourd'hui tu bosses pas, mais à 18h, tu as pris une décision et t'arrêtes les conneries. Okay. Et j'ai pris cette décision de basculer côté Barilla. Pourquoi? Je me disais à 25 ans, si tu prends pas de risque, t'en prendras jamais. 2, il s'était passé cette espèce de truc que j'identifiais pas, mais qui était, comment dirais-je, attrayant, qui donnait envie. Oui. Dans tes guts, quoi. Voilà. Et après, le petit conseil, pour les uns et les autres, je m'étais démerdé pour faire en sorte que si ça se passait mal, je pouvais retourner chez Danone. Ah, bien. Je me suis mis une petite sécurité. Bien vu. Voilà. Donc, je me dis, ok, 25 ans, j'y vais, je vais voir. Ça marche, alléluia, ça marche pas. J'irai frapper à la porte, je retourne. Il y a de bonnes chances. Sécurité. Donc, un petit message, toujours bien partir de sa boîte. Et donc ça, c'était début de carrière, donc un peu, voilà, quand on me dit va en Arabie Saoudite, je ne me pose pas la question. Si je me la repose aujourd'hui, je dis mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu as 23 ans, moi c'est l'Arabie Saoudite il y a 30 ans. Les restaurants, il y avait une entrée famille, une entrée single, il n'y avait pas un cinéma, il n'y avait pas un bar. La life, elle va être quand même un peu compliquée. Maintenant, sur des projets en tout cas professionnels, c'est souvent, comment dirais-je, quelque chose qui est beaucoup plus stomac.
Plus intuitif, quoi. intuitif de l'ordre du projet. Tu vois, c'est pas la taille du truc, c'est pas le. Voilà, c'est le contenu. Et une fois plus, ce contenu que je ramènerai à un contenu qui me fera lever le matin. Et tu as une boussole interne un peu qui t'aide, tu vois, à te dire, bah, ce projet-là, ça va me faire kiffer. Par quoi tu l'évalues? Ouais, alors moi j'ai peut-être je suis plutôt pas mal à déterminer là où ça a pu ou c'est pourri Que l'inverse. que là où je vais Ah, kiffer. Ce qui est pas mal. Mon alarme elle est plutôt pas mal en la Ce qui est matière pas mal. de me dire qu'est-ce que tu fous là, Là, je sens pas, ouais. dégage. Ouais. Donc celle-là elle fonctionne plutôt bien. Ok. Celle qui est capable de me dire là tu vas kiffer, elle est moins puissante. Mais du coup, c'est neutre. Du coup, tu y vas et tu crées les conditions. Ouais, pour. ou en tout cas c'est safe. Oui, oui, oui. Ça évite les faux pas. Oui, 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 oui. Voilà, la carrière que j'ai construite, entre guillemets, oui, j'aurais pu. Tu vois, moi, j'ai passé 7 ans au Moyen-Orient, j'aurais pu faire ma carrière au Moyen-Orient, Oui, mais j'étais oui. un expert du Moyen-Orient. Alors, ok, il y aurait du soleil et je serais au bord de la mer, mais je pense pas que j'aurais été épanoui. J'ai pris la décision de rentrer en France. Et j'ai fait un step back professionnel. Donc, j'ai accepté de revenir en France, de refaire un pas en arrière Ok. pour voilà, me dire je reconstruis autre chose. Voilà, l'alarme, là, elle a bien fonctionné au bout de 7 ans en Arabie, quand j'étais au Moyen-Orient, parce que potentiellement, parce que je kiffais en plus ma life. Hein. Oui, J'étais bien au sûr. soleil, Ouais, ouais. je vivais bien, je kiffais mon job. Mon alarme m'a dit Là, il y a un truc qui. il faut que tu rentres, Bibi, sinon tu vas pas être très épanoui professionnellement, il va pas se passer grand-chose. Certes, tu vivras bien, certes, tu seras au bord de la mer et tu auras le soleil, mais il y a encore 40 ans à bosser. Est-ce que c'est ce que tu as envie? Ah ouais. Ah ouais, je vois. Trop bien. Et enfin, t'en as pas parlé, mais du coup, je vais t'en parler. Moi, je crois profondément au pouvoir des rencontres, justement, des personnes qu'on croise sur notre route et qui nous aident, qui jouent en tout cas un rôle particulier dans notre parcours. Est-ce que tu as eu ça? Je suppose que oui. Est-ce que quelqu'un te vient en tête spontanément? Alors, moi, mon point de départ, une fois de plus, je prends le rôle modèle qui a été mon frère aîné. C'est déjà en soi fondamentalement une rencontre. Après, j'ai eu, oui, tout au début de ma carrière, quand j'étais commercial, j'étais chef de secteur, et c'était le directeur commercial de l'entreprise qui, un jour, dit tiens, je vais aller faire une journée terrain Ok. avec le commercial. Et moi, je disais mais ce mec-là, Moi, je suis stagiaire, moi. c'est ce qui. Voilà, c'était un peu ça. Et il y a eu un clic avec cette personne-là, qui est devenu aussi un peu un mentor au tout début de ma carrière. D'ailleurs, il est devenu mon maître de mémoire ensuite. Donc voilà, quelqu'un qui s'est investi, a donné un peu plus pour moi. Et après, moi, la chance que j'ai eue quand même tout au long de ma carrière, c'est tous les boss que j'ai eus ont été des accélérateurs de mon développement ou personnel ou professionnel. J'ai eu que des boss différents. Et j'ai le sentiment qu'en moi, chacun a mis une brique. Et toi, quel est ton rôle là-dessus? Parce que tu vois, je pense, par ton humilité, tu vas te dire, c'est eux qui m'ont donné. Mais toi, quelle a été ta relation avec eux pour que tu penses qu'il y ait cette relation-là? Je pense que le truc à avoir, c'est cette, comment dirais-je, une fois plus, cette humilité de se dire je vais prendre, je suis éponge. Et je vais prendre ce dont j'ai besoin. Moi, j'étais avec des patrons qui ont eu des profils très différents. Exemple, je sais pas, moi, je suis plutôt quelqu'un avec un ADN de commercial, donc en relation client. J'ai eu des patrons qui étaient des marketeurs. Ouais, ça, oui. Donc, je trouvais qu'on arrivait à... Voilà, il y avait une espèce d'apport mutuel, mais j'ai pris de lui. Bien sûr. J'ai eu un patron qui était très industrie, usine. Le gars, il me prenait par les cheveux pour aller visiter les usines. Je me suis nourri de ça. Et je pense que toi aussi, tu les as nourris. Et sûrement que je les ai nourris sur d'autres choses. Mais voilà, je trouve qu'il y a aussi... alors, je sais pas, moi, ça vient de mon côté clanique, familial. Mais le boss, ouais, pour moi, il y a un respect. Et je pars du principe et du postulat qu'il est là pour me faire grandir et il va m'apprendre des choses, aussi différents soit l'animal. Et moi, j'ai eu la chance, quand je reprends un peu l'histoire de mes 8-10 boss, ils ont tous mis une brique dans la personne que je suis. Et ça m'est extrêmement utile aujourd'hui, puisque moi, aujourd'hui, je suis sur un job, on va dire, très généraliste. Je ne suis plus un spécialiste. Oui, J'étais un spécialiste de la négociation, j'étais un spécialiste du client.
Voilà, maintenant j'ai une partie d'industriel, j'ai une partie de marketing, j'ai une partie de finance, de diversité et inclusion. Donc, ouais, ça aussi, c'est une invitation. Je pense qu'il faut savoir se nourrir et être éponge. Et d'ailleurs, je veux dire, pas que tes boss, Non, tes oui, collègues c'est ça. t'apportent, Ouais. tes collègues les plus proches dans ton service ou autres. C'est pour ça que moi, personnellement, le télétravail aujourd'hui, ça me gratte de ce point de vue-là. C'est vrai, tu veux qu'on en parle? Je rigole. Non, mais je trouve que voilà, notamment pour les plus jeunes, voilà, moi je me souviens, gamin, enfin au début de ma carrière, mais avec des étoiles qui brillent, de parler avec le directeur marketing Oui, c'est. Mais maintenant, c'est plus à la machine à café. le rapport n'est pas le même Et maintenant. aujourd'hui, tu n'es plus là, tu t'alimentes pas de tout ça. Donc moi, ouais, j'étais éponge. Alors peut-être une fois plus parce qu'il y a eu cette espèce de truc de... Quand j'ai eu des jobs, je me disais merde, je suis pas équipé pour et je vais pas réussir. Du coup, t'apprenais. Donc aussi Oui. l'idée de se dire quand t'as pas les éléments, bah, tu vas les chercher chez les autres. Et il y a des gens qui savent mieux que toi et d'ailleurs qui sont prêts à transmettre et à te donner. Donc ouais, moi je pense qu'il y a un rôle fondamental, bien sûr, dans la figure du boss et du patron et le leader, qui est celui qui est, une fois plus, là pour accélérer ton développement et professionnel et personnel. Mais il y a une richesse de connaissances et d'apprentissage tout autour de soi, Mm. quel que soit un niveau hiérarchique. Je donne une anecdote, moi aujourd'hui, donc je suis DG, moi j'ai tous mes alternants, quand ils partent, je m'enferme avec eux pendant 2 heures. Tu Il n'y fais a de l'offboarding, ouais. que moi et eux. Donc, mais c'est un énorme moment d'apprentissage. C'est clair. Euh, Même pour eux aussi, hein. Alors eux, voilà, j'imagine, c'est Pour eux, réciproque. Alors ça les surprend toujours. Oui, bien Donc, sûr. d'ailleurs, pareil, on me dit toujours, ah mais tiens, c'est bizarre. Mais en même temps, voilà, c'est une génération qui m'est tellement éloignée que j'ai besoin de m'alimenter, Bien de me sûr. nourrir, parce qu'à la fois, un, c'est mes consommateurs, et deux, c'est potentiellement mes collaborateurs de C'est demain. ça. Et je continue, et je rentre dans cette pièce-là avec ces gamins. J'en sors avec plein de choses que je continue d'apprendre. Moi, j'apprends d'un conducteur de ligne dans une usine. Il va me faire. Enfin, je vais trouver ça passionnant. Donc voilà, je trouve qu'il faut garder cette espèce de. Comment Des œillères. des œillères et Ouais. d'ouverture Ouais, permanente. ouais. Faire acte d'éponge. Et il y a tellement de gens qui te nourrissent. Bah voilà, quand toi tu me dis le café, si je veux prendre un café avec toi, je me dis je vais me nourrir d'autres choses. D'ailleurs, tout à l'heure tu me disais c'est quoi qui fait que je choisis ou pas. Moi, je me dis toujours, tu sais, un déjeuner professionnel, une réunion, un café, etc. Je me dis toujours, il y a deux choses. Un, je dois repartir et je dois me dire ça me fait du bien. Et deux, j'ai appris un truc. Et si j'ai pas coché les deux cases, j'ai perdu mon temps. Donc, j'espère que je te l'ai fait ton temps. On est encore Si là t'es là, ça aujourd'hui. va. On est là aujourd'hui. Voilà. Ok, intéressant. Et tout à l'heure, tu disais justement que tu aimais bien ton lit. Et donc, je vais te demander, qu'est-ce qui te fait lever du lit le matin? Alors maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui, je me sens, donc je suis dirigeant et patron, je me sens extrêmement responsable d'abord des personnes de mon entreprise, et dès lors, donc j'ai une obligation de protéger tout ça. Et c'est mon rôle, mon premier rôle aujourd'hui, c'est le protéger, mais le protéger au sens, bien sûr, la pérennité économique, bien sûr, le développement, bien sûr, la réputation, les attaques, parce qu'on est attaqué une fois plus de manière régulière. Parce que moi, j'ai cette sensibilité très forte, peut-être qu'elle vient du Covid d'ailleurs, où à quel point, une fois plus, on va revenir sur ce sujet-là, à quel point l'entreprise elle a un impact sur la vie des gens. Moi, je sais que si je prends une décision foireuse, elle va impacter la vie des gens. Et de toi à moi, je pense aux niveaux les plus bas de mon organisation. Voilà, j'ai des gens en usine, quand tu gagnes 2 000 € par mois, je vais dire un truc comme ça, il n'y a pas de participation à la fin de l'année. Moi, je me sens responsable. Donc voilà, donc ouais, je me sens... Et c'est parfois lourd, dur. Mais mon obligation, la première, et celle-là, c'est d'assurer, la pérennité de mon entreprise et son développement, parce que je sais qu'elle est absolument connectée potentiellement à un mieux vivre ou un moins bien vivre des 1300 personnes qui sont là en France. Donc ouais, aujourd'hui, c'est ce moteur de responsabilité qui me sort du lit, qui me dit il faut que j'y aille.
Et voilà, je travaille à ça, c'est devenu mon moteur quotidien. J'ai pas, voilà, alors il fut un temps, bien sûr, moi j'ai besoin de me marrer. Moi voilà, je dis toujours à mes équipes, la guerre c'est dehors, ici on fait en sorte quand même que les gens arrivent avec la banane, même si c'est pas le cas tous les jours, et c'est pas toujours facile. Je suis entouré de gens avec qui on partage en tout cas des choses qui nous sont communes. On a plein de différences, mais en tout cas il y a un tronc commun où on est tous d'accord. On a le sentiment, une fois plus, d'impacter. J'ai un impact, positif ou négatif d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. J'apprends, je continue de grandir, de me développer. Et donc, ouais, c'est ce kiff-là, ouais. Et dans ta... Je t'ai pas posé la question, mais qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, dans tes passions? Est-ce que tu as des passions extérieures? Parce que je sais que tu aimes le scout. Ça, je sais. Ouais, ça ne fait pas une passion, c'est plutôt un truc C'est pas une très passion pratique. Très pratique. Mais est-ce qu'il y a des... Enfin, pas une passion, c'est un gros mot. Je trouve parfois, ça peut Ouais, être ouais. lourd. Mais Bah, tu vois, dans la discipline dont on parlait tout à l'heure de la Ouais. vie de dirigeant, c'est ces espaces-là dont je parle. Alors, je ne les appellerai pas passion, mais je les appellerai espaces de déconnexion, Ouais. de régénération, ouais. et qui sont essentiels. Et il faut vraiment se les imposer. Donc moi, j'en ai quelques-uns. Alors, bien sûr, il y a le sport. Je cours, je nage. Donc quand il fut un temps, j'y allais dans le cadre de, comment dirais-je, pour mon Pour le physique. physique, oui. Mais là, c'est pour le bien-être. Aujourd'hui, c'est Ouais, devenu bien. cérébral. C'est-à-dire Ouais. qu'une journée de merde ou une semaine de merde, s'il y a un truc qui va me faire du bien, c'est d'aller me laver la tête comme ça. J'ai une passion, comment dirais-je, envahissante pour certains de mes collaborateurs, qui est la cuisine. Ok. Voilà. Quel type de cuisine? Oh, tout. T'es chez Barilla aussi. Ou bien sûr, pour tout avouer, j'ai créé un groupe WhatsApp avec mon comité de direction pour la gestion de crise. Et maintenant, je leur envoie les photos de mes recettes. Et donc, il y en a certains qui me disent, Miloud, c'est bon, tu peux un peu nous lâcher la grappe avec tes recettes. Mais donc, ouais, la cuisine, moi, c'est une activité qui me fait du bien. Ouais. Voilà, me mettre dans ma cuisine, déconnecter 2 heures. Voilà, donc je suis assez porté sur cette chose-là. Et puis après, voilà, j'ai envie de dire les trucs classiques comme tout le monde, ça va être de la musique, du cinéma, les choses qui me font vibrer, mais ouais, globalement, ça va être assez sport et voire trop cuisine. Ouais. Et c'est quoi ton plat préféré? Ça m'intéresse. Alors mon plat préféré, c'est une Madeleine de Proust, c'est le couscous de ma mère, et que d'ailleurs je ne sais pas faire. Et que je m'interdis à faire, parce que je trouve parce que tu vas... Oui, parce que tu... je me dis, je serai Patrimoine. jamais au niveau. Patrimoine. Je serai jamais au niveau. Donc moi, et ma maman était, comment dirais-je, enfin, sa communication, enfin, elle communiquait son amour par la La cuisine. nourriture, ouais. Et alors, je sais pas pourquoi, il y avait une fixette sur moi, où moi, j'avais le droit de choisir les menus quand je rentrais. Et ouais, j'ai des madeleines de Proust assez fortes chez moi. Parce que j'avais ce lien-là avec la cuisine et maman. Donc voilà, mais après, oui, je suis dans la cuisine. C'est le Maghreb, c'est l'Italie, bien sûr, beaucoup. La cuisine française aussi. Mais ouais, je peux passer 7 heures en cuisine. Oh, waouh. Oui. Le week-end. Oui, c'est j'espère un peu bien. compliqué. J'ai l'impression de ce que tu dis, en filigrane, il y a quand même la liberté qui est assez fort. On a parlé de beaucoup de choses. Moi, il y a une notion que j'aime bien dans ce podcast, que j'aime bien poser à mes invités, c'est celle du sweet spot. Tu vois, le sweet spot, c'est un peu le fil rouge qui relie un peu notre vie pro et perso et qui fait qui on est. Toi, ton sweet spot, tu le définirais comment? Alors, ce qui m'est très agréable quand même, c'est de travailler dans une boutique où aujourd'hui je suis en parfait alignement avec les valeurs ou la manière dont elle se comporte, cette entreprise. J'aurais eu du mal à être dans une boîte, et d'ailleurs peut-être j'aurais pas eu le même parcours, où il n'y avait pas un quasi full alignment entre mes valeurs personnelles et celles de l'entreprise et la manière dont l'entreprise en tant que citoyen se comporte à l'égard des gens et de l'écosystème avec lequel on interagit. Voilà, parce que moi je trouve que pour revenir aux étapes, donc je disais, pour moi il y a eu, on va dire, allez, il y a 3 étapes de carrière. La première, c'est globalement une fois plus la sécurité, les factures, machin. La deuxième, elle est, je construis un parcours. Donc je fais des choix professionnels qui sont quand même, j'essaye de construire un parcours cohérent et je vais apprendre. Et puis pour moi, la dernière étape qui est le full alignment avec la boutique, les produits que je vends.
Et moi aujourd'hui, ouais, j'ai ça, c'est-à-dire que voilà, autour de moi, on va me détester parce que je vais te parler de pâtes Barilla ce soir à dîner et je peux te parler pendant 1 heure de mes pâtes Barilla. Donc voilà, je trouve que ouais, le sweet spot aujourd'hui, c'est celui-là, c'est-à-dire que alors on n'est jamais fully align, mais allez, je veux dire, il y a un très grand alignement entre le citoyen Miloud et le citoyen Barilla. Ok, super. Et pour toi, une vie réussie, ça veut dire quoi? Que tu aurais réussi ta vie si ou quand? Alors c'est très compliqué comme. Alors je pense que je cherche la réponse Ok, encore. ok. Voilà, je trouve que. Et pareil, moi j'ai encore, si tu veux, et ça aussi, j'ai des contradictions qui sont encore là. J'ai un moteur permanent c'est une machine. Des fois, tu as envie de lui dire, eh, c'est bon, là, t'arrêtes. Mais elle reste là et sur plein de sujets. Tu vois, moi, Tu as des exemples je que je veux partager en bah non, fait. mais je déteste aujourd'hui les gens avec des partis pris. Je trouve que voilà, tout n'est pas blanc, tout n'est pas gris, Pas tout de n'est pas binaire, noir, quoi. tout n'est pas binaire. Donc Ouais. voilà, donc moi j'ai ces débats. Je peux prendre des décisions, mais elles vont me travailler. J'ai très peu, j'ai envie de dire très peu de certitude ferme. Donc voilà, donc je trouve que euh, dans la vie, il faut garder cette espèce de moteur permanent parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'arriver à une espèce de situation figée en pensant tout savoir, avoir tout réussi et tout fait. Tu sais, moi, il faut encore que je bosse 15 ans. Donc, j'ai encore 2-3 trucs à faire. Mais oui, globalement, c'est. Alors, les tiens. Les tiens sont bien, sont en sécurité. Une fois plus, je reviens à mon syndrome des bases. Oui, tu as, en tant qu'une fois de plus, individu et leader, tu n'es pas allé à l'encontre de tes valeurs. Donc, tu auras plutôt respecté une espèce de chemin. Et puis, ouais, après, je trouve qu'il y a quelque chose quand même qui est assez agréable, qui est d'impacter positivement la vie des gens. Voilà, moi dans mes satisfactions, c'est de voir des collaborateurs qui grandissent, qui se développent, qui ont de la réussite. Et j'en ai encore que j'ai connu stagiaire il y a 20 ans et que je vois grandir. Voilà, moi c'est une grande fierté de voir ça, de voir. Voilà, mais moi pareil, je suis assez, comment dirais-je, développement interne, donc on fait plutôt grandir les gens dans mon entreprise. Moi. Mon codir, c'est que des gens, à 80%, c'est que des gens qui ont En grandi dans interne. l'entreprise. Donc ouais, ça, je trouve que c'est aussi une belle satisfaction en tant que leader d'avoir humblement contribué à l'épanouissement, au développement des autres. Ça, c'est assez agréable. Ouais. Je vais passer au Tamil Gatemeri, qui sont des questions un peu spontanées que je te pose et spontanément, mais Ok. c'est spontané et philosophique en même temps, donc tu vois, c'est un peu des deux. Est-ce qu'il y a, tu as parlé de contradiction, donc c'est marrant. Est-ce qu'il y a une contradiction qui te rend plus complet? Une contradiction qui me rend plus complet. Alors, je pense celle qui est j'ai un certain nombre de compétences et de qualités, mais j'ai encore beaucoup de choses que je ne sais pas et que je dois continuer, je dois apprendre. Du coup, ça te met dans ce moteur-là. Ça me met dans ce moteur-là. Et le monde dans lequel on est, tu vois, je peux parler une des perturbations que j'ai en ce moment et avec lesquelles je saoule à peu près tout le monde, l'intelligence artificielle. Je sais que ça va bouleverser nos vies et mon entreprise dans les 5 ans à venir. Je m'estime très en retard. Donc voilà, il y a plein de sujets où j'ai l'impression que ça va, et en même temps, il y a toujours 2-3 trucs qui te rappellent, Lisa, mais là, tu es quand même un peu à la rue. Like behind, Donc voilà, ces deux injonctions contradictoires, je les ai de manière permanente et c'est un bon moteur. Ouais. Et qu'est-ce qui nourrit ta liberté intérieure? Alors, je pense ton éducation, tes valeurs. Moi, j'ai encore, voilà, j'ai plus de 50 balais, mais je reconnecte encore beaucoup aux règles de papa et de maman. D'ailleurs, avec mes frères et sœurs ou mes neveux et nièces, je fais un peu le vieux con des fois à rappeler en disant que
Alors pour certains, et notamment chez les neveux et nièces, ils disent, mais c'est bon, ça va, t'arrêtes. On a compris. Ça va, ça fait 50 ans, ça c'était valable il y a 50 ans. Donc voilà, oui, non, je pense que j'y accorde une vraie valeur et je trouve que c'est un cadeau qui nous a été donné. Et une fois plus, ça fait comment dirais-je, le cadre et les lignes rouges à ne pas franchir. Et encore aujourd'hui, j'ai parfois, souvent, besoin de m'y reconnecter pour faire les bons choix. Un peu ta boussole. C'est un peu une boussole, bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses dans ton parcours que tu aurais pu faire différemment, que tu aurais voulu faire différemment? Cette question, je me la suis posée. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il y a des choix qui étaient discutables, mais très honnêtement, au vu du résultat, je me dis ça va. Alors, c'est marrant cette expression, c'est un nouveau dogme chez moi, c'est-à-dire que je suis assez dans la culture du ça va. C'est pas top, c'est pas waouh. J'aurais pu faire mieux. Mais c'est très drôle. Mais quand même, ça va. Et une fois de plus, ça va au regard de tout ce qui se passe autour de toi et de tout ce que tu vois autour de toi. Donc oui, tu me poses la question. Ouais, j'aurais sûrement pu faire des choses différentes. Ouais, est-ce que je peux aspirer à plus? Est-ce que je peux encore? Sûrement. J'ai foiré plein de trucs, sûrement. Mais ça va. Ok. On va rester sur le ça va. Non, mais c'est marrant, je souris parce que hier, je discutais avec une amie justement qui me disait qu'elle disait pareil, ça va. Et sa psy lui a dit non, mais en fait, non, on n'est pas là pour Non, je sais qu'il y a un débat. Voilà. Il y a un débat, c'est très Du coup, c'était contradictoire. marrant. Il y a certains qui vous diront ouais, ça suffit pas. Ça, oui, enfin, et puis, Mais après, je trouve que c'est très personnel, très c'est ça. individuel. Et puis ça dépend aussi de à quoi on se compare. Ouais, Je et puis pense après, aussi. je trouve qu'une fois de plus, c'est là où on va développer de la frustration, quoi. C'est ça. Et une fois de plus, on est dans des sociétés où aujourd'hui, il y a beaucoup je trouve, de tensions et avec des aspirations qui sont, je pense, complètement déconnectées par rapport à la réalité. Et voilà, si je prends la société française dans son ensemble, oui, c'est pas parfait, mais il y a quand même Des choses bien. des choses, machin. Donc ouais, non, je sais que c'est contradictoire. Il y a beaucoup qui diront que ça va, ça suffit pas. Mais je trouve que c'est très personnel, très individuel. Bien sûr, ouais. Personnellement, ça va parce que moi, la crainte que j'ai à l'inverse, c'est le développement de frustration. Ah. C'est-à-dire d'aspirer à. Tu sais, c'est comme la fameuse définition du bonheur. Définir le bonheur. Moi, je sais pas faire et je trouve que le culte de cette définition du bonheur fait que beaucoup de gens, au final, ont l'impression de courir après un truc Qu'ils n'auront souvent jamais. ils n'auront jamais. Avec quand même un truc où ils seront pas zen tous les jours et sauront pas apprécier une fois de plus les cadeaux du quotidien, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, je sais apprécier les cadeaux du quotidien. Ce qui est une Voilà. bonne dose de sérénité. Voilà. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée? On trouve que tu es obstiné et en fait les gens te disent non mais Milo, ça va pas. Tu vas détester. Je vais me faire détester sur celui-là. Alors une fois de plus, ma relation avec le travail. Et moi, j'aurais un peu, tu vois, dans les débats actuels par rapport à la dépense publique et autres. Ouais, je pense que si on travaillait un tout petit peu plus solidairement. Solidairement, parce que plus j'allais dire. Solidairement. Jamais. Ouais, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de remettre en cause les dépenses de l'éducation nationale ou de l'hôpital. Je sais pas, moi, si demain on dit aux Français pour résorber le déficit du pays et ne pas remettre en cause la dépense publique pour l'éducation ou pour la santé, allez, deal, on travaille tous 2 jours de plus dans l'année, ben moi je le ferais. Et je trouverais que ce serait un beau geste, comment dirais-je, collectif et d'union nationale. Je sais qu'il est sûrement usurpé. Mais ouais, c'est un truc qui me taquine là, dans le moment où effectivement on se pose la question de comment on finance demain. Voilà, plutôt que de remettre en cause des choses qui me semblent fondamentales pour comment dirais-je, la paix sociale et la sérénité de ce pays, que peuvent être l'éducation, que peut être l'hôpital ou la sécurité. Ouais, allez, on se dit tous, on fait un effort collectif, on bosse. Allez, une journée sur les 250 et quelques qu'on passe dans l'année. Voilà, c'est une idée qui, quand je l'expose, elle n'a pas beaucoup de... Non, moi, le solidairement, ça me plaît. Mais voilà, journée solidaire. Je trouve Si c'était juste qu'on travailler, solidaire, mais voilà, avec un engagement mutuel qui est de Bien dire, sûr. allez, on va réinvestir dans les hôpitaux, on va réinvestir sur l'éducation nationale, on va réinvestir sur la sécurité, ça coûte tant, on s'y met tous ensemble. Je trouve que ça ferait un joli geste d'union nationale et pour des intérêts qui me semblent absolument essentiels, parce que
Voilà, moi je sais la valeur que ça a l'éducation nationale, je sais, j'en suis un fruit. Je sais la valeur que ça a la santé. J'ai connu autour de moi des gens qui étaient bien contents d'avoir le système Oui, médical médical français. bien français. sûr. Ouais, voilà, ça c'est une idée un peu controversée. Ça va. Enfin, en tout cas, moi, ça va. Sinon, je t'aurais rentré dedans. Parce que- tu peux compléter cette phrase. Je me sens au plus près de moi quand? Je me sens au plus près de moi quand je suis utile. Hmm. Et quand je suis utile pour ma famille, je suis utile pour mon entreprise, je suis utile pour mes amis. Je peux être utile pour le monsieur hier soir qui me dit qu'il n'a pas mangé et si j'avais une pièce. Pour là, ce que tu partages. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une chose à ajouter? Une question que je t'ai pas posée, juste un message que tu veux partager pour clore cette magnifique conversation qu'on a eue ensemble? Non, écoute, je dirais simplement merci pour cette conversation qui fut fort agréable et j'espère qu'il aura répondu à tes attentes et tu as bien fait d'insister sur le livre. Et si je pourrais dire aux gens, les inviter à lire ton livre Merci. que j'ai lu et qui est un bel exemplaire. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.